Je sais pas vous, en tout cas moi j'ai toujours été intrigué par les sorcières dans l'histoire, la sorcellerie, tout ce merdier de sorcières qui faisaient des trucs de fou. Je me suis toujours demandé mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Concrètement c'était quoi? Est-ce que ce qu'on voit dans les films c'était vraiment ça? Pas vraiment mais un petit peu. Et donc aujourd'hui on va parler justement de la sorcellerie dans l'histoire, et de la vraie sorcellerie, comment elle s'est développée, qu'est-ce que elle faisait exactement, et quel sort on leur réservait. Mais dans cette vidéo, on va donc développer ce sujet qui est complètement incroyable, je trouve, et passionnant. Il y a tellement de choses à dire, même aujourd'hui, c'est encore d'actualité, et il y a encore des sorts de sorcières. Évidemment, on ne brûle plus les gens, hein. Et donc aujourd'hui, on va plonger dans le monde merveilleux des sorcières. Enfin, merveilleux, je sais pas trop, mais en tout cas, le monde des sorcières. Il faut savoir que les premières traces de sorcellerie, elles remontent à l'Antiquité. En Mésopotamie, il y a des tablettes sumériennes qui mentionnent déjà des rituels magiques pour protéger ou nuire. Vous avez des prêtres égyptiens, quant à eux, qui utilisaient des incantations pour invoquer les dieux et protéger les pharaons. On dirait le début d'une chanson que vous connaissez, pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. La vallée de Dana. N'était pas nécessairement perçu comme maléfique, c'était pas du tout la vision qu'on a aujourd'hui du truc. Aujourd'hui, on parle magie, on pense à Harry Potter qui est là dans son château à mettre des baguettes dans des fions. Non, te mets un lumos dans le cul, tu deviens une torche humaine, ça ne marche pas, c'était pas ça. À l'époque, c'était même plutôt un truc qui était commun. Vous avez une déesse qui s'appelait Hécate, qui est une déesse de la magie. Elle était vénérée comme une protectrice. Vous avez également Médée ou Cycrée, qui incarnaient des sorcières plutôt ambivalentes, qui elles étaient puissantes et dangereuses. Donc vous voyez, vous aviez comme ça des icônes de la magie. Des espèces de Dumbledore de l'époque que tout le monde adulait. Tu voyais passer Dumbledore comme ça, t'étais comme un fou. Enfin là, c'était des déesses, on les a jamais vues, mais enfin, vous comprenez. Mais bref, la montée de la sorcellerie au Moyen-Âge, elle va s'expliquer en grande partie par le contexte intellectuel de l'époque. Faut savoir que à cette époque, la science et les connaissances étaient relativement limitées. C'est après qu'il y a eu un énorme développement. Alors c'est pas aussi débile comme on peut le voir dans les films, hein. Il faut appeler les poulets pour ta page nocturne. Évidemment, les films sont très stéréotypés. Au Moyen-Âge, on était plus intelligent qu'on peut le penser. Mais c'était quand même assez limité. Donc à cette période, vous avez plein de domaines qui étaient inexpliqués et qu'on n'arrivait pas à décrypter, qui faisaient imaginer beaucoup de choses, et la magie en faisait partie. La pensée médiévale, elle mélangeait croyances religieuses, superstitions et explications animistes. Animiste, ça veut dire que chaque élément naturel possède en quelque sorte une âme, une force ou une volonté propre, un truc comme ça. Par exemple, un caillou aurait sa propre volonté si on est animiste. Le problème de cette manière de penser, c'est qu'elle empêche le raisonnement logique et critique. On te dit que la rivière, elle a une âme, elle a une âme. À partir de là, tout peut s'expliquer. Pourquoi elle déborde, voilà, pourquoi il y a de l'eau qui coule, parce qu'elle est vivante, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de dynamique des fluides avec des équations, non. Vous me direz que c'était beaucoup plus poétique. Évidemment, dans ce climat, la méfiance, elle était partout. Puisque tout pouvait être vivant quelque part, eh bien, tout pouvait se retourner contre vous. Le caillou, l'arbre qui est là, tout était possible. Et donc, tout le monde soupçonnait tout le monde. Un simple malheur, comme une mauvaise récolte ou une maladie, c'était interprété comme un acte de sorcellerie. Et cette paranoïa collective rendait presque inévitable l'idée que la sorcellerie était partout, et que chaque événement étrange ou malchanceux était une preuve fondamentale de son existence. Le serpent qui se mord la queue, on croit à des choses incroyables, il se passe un truc un peu incroyable, ça valide ces choses incroyables. On reste comme ça dans une manière de penser moyenne, Moyen-Âge. Hey. La chasse aux sorcières entre le 15e et le 17e siècle, elle est absolument indissociable de la misogynie, faut le savoir. Le diable, Satan, Lucifer, peu importe le nom qu'on lui donne, eh bien il s'adressait surtout aux femmes. Derrière les accusations de sorcellerie se cachait en fait une vision profondément patriarcale, et on considérait les femmes comme faibles, dangereuses ou inférieures. Alors les femmes en particulier, celles qui sortaient des normes sociales établies, eh bien elles étaient fréquemment prises pour cible, et la sorcellerie, elle servait souvent de prétexte, tout simplement pour les persécuter. Donc en fait, dès que tu voulais vraiment aller taquiner la voisine, tu l'accusais de sorcellerie, tu pouvais faire des dingueries. C'était vraiment la foire à la saucisse, hein. Il y en a qui ont cramé, mais pour rien. Enfin, la plupart, tout ont cramé pour rien. Évidemment les amis, en cette nouvelle année, le saint protecteur des internautes est toujours présent parmi nous. NordVPN, comme vous le savez, il peut chiffrer évidemment vos données pour vous rendre totalement anonyme sur le web. Là, je pense que tout le monde est au courant. Mais c'est pas tout, parce que NordVPN va aussi éviter que votre fournisseur d'accès à Internet vous bride votre connexion. Ça arrive. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu trop gourmand en faisant du gaming à mort, il se peut que votre débit soit réduit. C'est possible. Eh bien pas avec NordVPN. Mais alors NordVPN, comment ça marche finalement? Bon, depuis tant d'années, vous devez le savoir, mais
Et bien en fait, ça va simuler votre emplacement ailleurs que là où vous êtes. Et du coup, comme ça contourne pas mal de problèmes. Comme par exemple le contenu qui va être géobloqué, donc qui est bloqué selon l'endroit où vous êtes sur Terre, mais qui sera accessible avec NordVPN, puisqu'avec NordVPN, vous pouvez être partout sur Terre. De manière virtuelle, évidemment. On n'a pas inventé la téléportation, les gars. NordVPN va par exemple simuler votre emplacement à Dublin, et vous pourrez accéder à des matchs de foot qui normalement sont dispo qu'en Belgique ou en Irlande. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez également acheter des billets d'avion moins chers en vous connectant à un autre pays. Vous avez aussi la F1 et la MotoGP en Belgique qui va être dispo avec NordVPN et qui normalement est bloqué. Tracker, phishing, téléchargement dangereux avec des virus. Tout ça, c'est fini. Parce que vous avez protection anti-menace qui est proposée également par NordVPN, qui va filtrer tout ça et qui va évidemment vous éviter un tas de misère. Également NordPass qui va permettre de stocker de manière sécurisée vos mots de passe et pourquoi pas en générer de très complexes. Avec le lien dans la description, évidemment, vous aurez 4 mois gratuits supplémentaires sur les abonnements NordVPN de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois l'abonnement, si vous faites le paiement en une seule fois. Encore une fois, merci à NordVPN qui supporte la chaîne, merci à vous. N'hésitez pas à en profiter avec le lien dans la description. Et donc, dans les sociétés patriarcales à l'époque, eh bien, les femmes, elles étaient avant tout définies par leur rôle d'épouse, de mère et de gardienne de foyer. Toute femme qui dérogeait à cette norme, qu'elle soit célibataire, veuve ou simplement indépendante, eh bien, elle devenait tout de suite suspecte. Si elle était seule à vivre chez elle, à récolter son champ ou que sais-je, il commençait à y avoir des voisins là qui regardaient, qui disaient mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? C'est une sorcière. Elle est bizarre, hein, la voisine, hein. Elle doit faire de la sorcellerie dans sa maison, la gueuse. C'était un petit peu ça, oui. Par exemple, les veuves étaient des cibles extrêmement faciles. Le mari n'étant plus là pour les contrôler comme on pouvait l'imaginer à l'époque, eh bien elles incarnaient une forme d'autonomie qui dérangeait. De même, les femmes qui étaient relativement riches et qui possédaient des biens, ou même qui exerçaient une influence locale dans leur bled, elles pouvaient être accusées de sorcellerie par des voisins jaloux, ou encore plus perfides, des autorités qui souhaitaient s'accorder leurs biens, leurs terres ou leurs richesses. Ça arrivait. C'est-à-dire qu'il y avait une femme qui avait hérité, ou qui avait travaillé, puis qui avait réussi à amasser pas mal de pognon, sauf qu'elle était seule. Là, il y avait un bailli un petit peu coquinou, là, qui arrivait. Il disait, mais madame, vous êtes une sorcière! Donc c'était un petit peu le seum, quoi. Vous avez également les femmes qui pratiquaient la médecine traditionnelle, comme les sages-femmes et les guérisseuses, qui étaient particulièrement vulnérables aux accusations de sorcellerie. Et dans un monde où la science médicale s'arrêtait à mettre une feuille d'érable sur la tête quand on faisait un AVC, eh bien ces femmes, elles, possédaient un savoir ancestral transmis de génération en génération, comme par exemple l'utilisation des plantes, l'assistance à l'accouchement, ainsi que des remèdes pour des maladies courantes comme la chiasse. C'était important de le préciser, parce qu'à l'époque, évidemment, normes d'hygiène relativement déplorables, et pas autant qu'on le pense encore une fois, mais bon, on connaissait pas trop les microbes, voire pas du tout. Diarrhée courante, ça arrive. Les femmes qui étaient des soignantes, elles avaient un rôle qui était considéré comme ambivalent, on les trouvait suspectes. Mais alors pourquoi? Eh bien en aidant les femmes à accoucher, elles jouaient un rôle essentiel dans la communauté. Sauf que la proximité avec des moments considérés comme mystérieux, comme par exemple des fausses couches, ça alimentait des peurs irrationnelles et parfois on leur mettait tout sur le dos. Les sages-femmes, elles pouvaient être accusées de tuer les nouveau-nés ou même de voler des âmes pour aller nourrir des sabbats diaboliques comme on disait. Alors un sabbat, c'est une assemblée nocturne de sorcières qui était souvent associée à des rituels démoniaques. Donc on les accusait de ça quand des fois, malheureusement, un nouveau-né mourait. Je pense qu'il fallait pas rester dans les parages quand on commençait à t'accuser de ça. Ça finissait au bûchelard, en petite bûche, en bûchette. Vous avez l'une des sages-femmes les plus connues, qui est l'écossaise Agnès Sampson. Les inquisiteurs lui ont plus tard enfoncé une bride de sorcière à 4 dents acérée dans la bouche, la forçant à avouer qu'elle avait tenté d'assassiner le roi, alors que pas du tout. Forcément, si on vous perce la bouche avec de la ferraille, on a tendance à dire un petit peu n'importe quoi. Après ça, elle a été étranglée, donc supprimée, parmi les 70 personnes tuées à ce moment-là, durant cet événement. Événement qui va inspirer plus tard les 3 sorcières de la pièce de Macbeth de Shakespeare. Évidemment, durant le Moyen-Âge, il y a une croyance populaire qui disait que les sorcières se réunissaient lors de sabbats. Ce sont des réunions secrètes pour adorer et honorer le diable. Ces croyances, elles ont beaucoup influencé l'imaginaire collectif, et bien que ces récits soient souvent exagérés, ils ont joué un rôle important dans les accusations de sorcellerie, mais également dans les futures chasses aux sorcières. Le mot sabbat, il désigne, selon la croyance, un rassemblement secret de sorcières dans des endroits très précis, souvent isolés, comme par exemple dans des forêts ou des montagnes. Ces réunions avaient lieu la nuit, et on disait que le diable lui-même y participait. En échange de leur dévotion, il leur offrait des pouvoirs surnaturels. Pendant ces sabbats, les sorcières faisaient des rituels, comme des danses ou des actes jugés immoraux. À ce moment-là, les gens pensaient que les sorcières faisaient tout simplement un pacte avec le diable durant ces sabbats. Et en échange de leur âme, elles obtenaient des pouvoirs magiques. Le diable, souvent représenté sous une forme de bouc, était au centre de ces rassemblements. Les sorcières lui vouaient une grande fidélité, croyant que ce pacte leur permettrait de contrôler des forces surnaturelles. Dans l'art médiéval, les sabbats étaient souvent représentés de manière
très effrayantes. Les artistes de l'époque peignaient des scènes où des sorcières dansaient autour du diable. Parfois elles étaient nues ou dans des poses grotesques et obscènes. Ces images, elles montraient les sorcières comme des êtres déviants, en train de transgresser les lois religieuses et sociales. L'idée de la danse frénétique des sorcières a souvent été interprétée comme une sorte de possession, ou même un acte de folie, entrer en transe, elles faisaient leur truc. Mais il faut savoir qu'il y avait évidemment différents types de magie, comme on peut voir chez Gryffondor ou Serpentard. Évidemment, les pratiques associées à la sorcellerie, elles vont varier dans le temps, mais aussi selon les endroits. En Europe, par exemple, on retrouve des rituels comme l'utilisation d'herbes médicinales, la divination ou la fabrication de talismans. Et dans certaines cultures, la sorcellerie, elle avait une dimension spirituelle et même protectrice. Mais globalement, il existait deux catégories de sorcellerie différentes à l'époque. Catégories que vous connaissez sûrement, puisque la première, c'est la magie noire. La magie noire, elle était souvent définie comme un ensemble de pratiques ésotériques visant à manipuler les énergies invisibles, spirituelle et surnaturelle à des fins considérées comme malveillantes ou égoïstes. Vous vouliez que le voisin décède de manière tragique, il suffisait de faire quelques incantations de druides et de magie dans la vallée de Dana et ça partait en décès. Et donc elle implique l'utilisation de rituels, d'incantations, d'objets magiques ou de pactes avec des entités dans le but d'influencer ou de contrôler les événements, mais également les personnes ou les forces de la nature. Et tout ça de manière évidemment défavorable puisque c'est de la magie noire. Serpentard. Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Et évidemment, à l'opposé, on avait la magie blanche. C'est un petit peu comme les hackers avec les white hats et les black hats. C'est des mondes manichéens, si je puis me permettre l'expression. La magie blanche, à l'inverse, c'est une forme de pratique spirituelle qui est orientée vers l'usage des énergies cosmiques et surnaturelles pour des fins bienveillantes et constructives. Et donc elle repose sur l'idée que l'intention pure et altruiste du praticien peut apporter guérison, protection, éclaircissement ou prospérité, en harmonie avec les lois de la nature universelle. C'est beau. On va dire que c'est quelque chose de plutôt positif, mais évidemment, dans tout ça, comme on peut le voir aujourd'hui, parce que ça existe encore, hein, la pratique de ces magies, là, les soins quantiques, les machins, toutes ces conneries. Il y a des gens qui ont sorti le filon, qui font encore aujourd'hui ce qu'on appelle de la magie blanche. Hein. On vous promet de vous guérir avec des trucs qui sont insensés, ou que vous alliez mieux, ou je ne sais quoi, contre des prix exorbitants. J'en connais, qui achètent des machines pour respirer à 3000 balles, alors que c'est un tuyau de merde, s'il vous plaît. À un moment, faut se réveiller, les gars. Hein, voilà. Peut-être que les placebos fonctionnent, mais quand même. Les mecs se beurrent la tartine avec les gens qui croient à ça. Mais bref, c'est une autre question. Vous aviez certaines sorcières qui pouvaient prédire l'avenir en utilisant différentes méthodes, comme l'observation des astres, des rêves ou en lisant dans des objets comme les fameuses boules de cristal ou des cartes. Cette forme de magie, elle était très inquiétante pour l'Église, parce qu'elle semblait remettre en question la volonté divine et cherchait à percer les secrets de l'avenir. Et ça, l'Église n'aimait pas trop ça. L'Église aimait bien garder le contrôle, évidemment. Les sorcières, par leur don de voyance, elles étaient souvent accusées de vouloir manipuler le destin. Évidemment, l'Église n'est pas contente, puisque le destin, c'est pas les sorcières qui choisissent. Également une autre forme de magie qui était fréquemment mentionnée dans les récits médiévaux, qui était la capacité à se transformer en animal. Bien souvent des chats, des loups, des corbeaux, que sais-je. On disait souvent que les sorcières se transformaient en renards, en corbeaux, pour aller faire des méfaits. Elles devenaient en quelque sorte invisibles, elles étaient plus humaines, et métamorphosées comme ça en animal, elles pouvaient aller voler ou espionner. Il n'était pas bon d'être un renard au Moyen-Âge, je vous le dis. Ces pactes, ils étaient censés permettre aux sorcières de jeter des malédictions, de contrôler les éléments ou d'invoquer des démons pour exécuter leurs ordres. Les malédictions, en particulier, c'était une forme de magie où les sorcières utilisaient leur pouvoir pour nuire à une personne, notamment pour la rendre malheureuse ou causer des événements tragiques dans sa vie. Et toujours d'après les récits de l'époque, il n'était pas rare que les sorcières mal intentionnées se livrent à des sacrifices, notamment d'animaux, et utilisent également des restes humains pour accomplir des sorts, ou même concocter des potions. Petite fiole de gonade bien liquide là, comme on le dit souvent, toute bonne chose a une fin. Est venue, à un moment donné, la chasse aux sorcières. Avec l'avènement du christianisme, la perception de la sorcellerie, elle va subir une transformation radicale. Les pratiques magiques autrefois tolérées ou même respectées, elles sont progressivement associées au diable. Cette diabolisation, elle découle de la volonté de l'Église de renforcer son autorité spirituelle en éliminant les croyances païennes. Et le véritable tournant, il va survenir au Moyen-Âge, lorsque la sorcellerie, elle va être érigée comme crime religieux. Alors là, mon pote, fallait plus en faire, hein, je te le dis. Le tout premier bûcher qui va être documenté, c'est celui de Jeanne de Brigue, qui est brûlée vive à Paris en 1390. Et en 100 ans, on va dénombrer environ 60 000 bûchers de sorcières qu'on a fait flamber. C'est incroyable, c'est énorme comme chiffre. À noter qu'à l'époque, la population, elle n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. Donc 60 000 personnes en 100 ans, c'est beaucoup. Entre le 15e et le 17e siècle, l'Europe vit une véritable chasse aux sorcières, qui est marquée par des procès absolument spectaculaires et des exécutions
massive. Évidemment, ces persécutions, elles vont trouver leurs racines dans un mélange de croyances religieuses, mais également de crises sociales, mais aussi de la peur de la population et de leur superstition. Ou comme on a vu au début, les femmes qui sont un petit peu marginalisées et qui sont pas dans un modèle standard, avec des enfants à la maison à faire la popote, ça va devenir littéralement des boucs émissaires, donc il était pas bon d'être une femme célibataire à ce moment-là. Fallait faire comme Jeanne d'Arc. Ah bah tiens, on va parler de Jeanne d'Arc en plus. Jeanne d'Arc, bien que célèbre aujourd'hui, elle fut accusée d'hérésie et de sorcellerie avant d'être brûlée vive. Ses ennemis anglais prétendaient qu'elle avait des pouvoirs surnaturels et qu'elle était en contact avec des esprits, mais aussi qu'elle utilisait la sorcellerie pour guider ses victoires militaires. Durant son procès en 1431, Jeanne d'Arc, elle fut interrogée sur ses visions et ses voix, qu'elle expliquait comme étant des messages divins qui arrivaient directement de là-haut. Ça communiquait plutôt pas mal. Elle va préciser que c'était les saints voilà, qui parlaient avec elle. Il y a un bouquin qui va être publié qui s'appelle La Bulle papale, de son vrai nom Summis Desiderantes Affectibus, qui va être publié en 1484 par le pape Innocent VIII. C'est un traité de l'Église qui marquera un tournant dramatique dans la chasse aux sorcières. Elles vont tout y passer. Dans ce texte, le pape y reconnaît officiellement l'existence de la sorcellerie et affirme que certaines personnes se livrent à des pratiques diaboliques, des sabbats, des pactes avec le diable ou l'utilisation de magie pour causer du tort. À ce moment-là, le pape il va donner son soutien à 2 inquisiteurs qui sont Henrik Kramer et Jacob Sprenger. Tout ça pour enquêter et juger les supposées sorcières. Cette légitimité, elle va leur donner une autorité absolue pour lutter contre la sorcellerie. Et c'est cette reconnaissance qui permet la publication 2 ans plus tard, en 1486, du célèbre manuel Malleus Maleficarum, ou bien le marteau des sorcières. Bouquin qui va être utilisé pour traquer, interroger et condamner les soi-disant sorcières. Et on parle pas de quelques sorcières qu'on aurait trouvées à droite à gauche, c'est des milliers de personnes, des milliers de femmes. Donc il y avait littéralement un bouquin qui expliquait comment attraper des sorcières. Je veux le lire. Sous l'effet combiné des guerres de religion, des famines et des épidémies, les sociétés elles vont chercher des coupables. Des milliers de femmes, mais aussi des hommes et des enfants, vont être torturés, exécutés et brûlés vifs ou même pendus. Et tout ça, ça avait lieu souvent en Allemagne, en France, en Écosse, mais aussi en Suisse. On vous voit les Suisses, hein. Vous aussi vous en avez cramé, hein. On le sait, hein. Faut arrêter de dire que c'est nous, on a brûlé tout le monde et non. Alors il y avait des procédés assez précis hein, durant des procès, voilà, on faisait pas ça comme ça. Par exemple, l'accusé était souvent mis à nu pour qu'on puisse inspecter son corps à la recherche d'une marque supposée du diable. Par exemple, une tache de naissance ou une brûlure, un grain de beauté un peu étrange. Absolument tout pouvait être interprété comme une alliance avec le malin. Et croyez-moi que les mecs avaient de l'imagination. Alors dans certains cas, il y a même des aiguilles qui étaient enfoncées dans différentes parties du corps de la victime. Si elle ne réagissait pas à un endroit particulier, c'était considéré comme une preuve de son pacte avec le diable. Ça n'a absolument aucun sens. Hein. Je vous rappelle, on est au Moyen-Âge. On sait aujourd'hui qu'on peut enfoncer des aiguilles parfois à 5 cm dans quelqu'un, il sentira rien du tout. Il y a des zones qui sont complètement insensibles. Ça va de soi que c'est pas une preuve, hein, on le sait. Évidemment, dans tout ça, il y avait beaucoup de tortures pour essayer de faire avouer les choses. Et parmi les plus cruelles, vous aviez le supplice de l'estrapade, qui consistait à attacher les bras de la victime dans son dos, avant de la laisser tomber dans le vide, suspendue au bout d'une corde. Cette méthode, elle causait des douleurs insupportables et souvent des fractures des bras, infligeant des souffrances terribles pour forcer les aveux. On utilisait aussi beaucoup la noyade sur les sorcières. La victime, elle était jetée à l'eau, et si elle flottait, elle était jugée coupable. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était condamnée comme une sorcière, parce qu'elle avait flotté. Par contre, si elle se noyait et qu'elle mourait, elle était considérée comme innocente. Vous voyez un petit peu le délire. En gros, si tu meurs, c'est pas toi. Évidemment, ça leur permettait, dans les 2 cas, d'avoir une issue fatale et de se débarrasser du prof. T'es innocent, mais mort. Vous aviez également de la torture psychologique qui faisait partie intégrante de ces persécutions. La sorcière était souvent enfermée, isolée et soumise à des interrogatoires incessants. Chaque jour, elle devait endurer une série de questions absurdes destinées à la faire craquer ou à obtenir des aveux sous la pression. On est à Trèves, en Allemagne, entre 1581 et 1593. Les persécutions, elles vont atteindre une ampleur absolument effrayante. Sous le contrôle de l'archevêque Johann von Schonenberg, vous avez des centaines de personnes, hommes et femmes confondus, qui sont arrêtés, torturés et brûlés vifs. Même des figures influentes comme des prêtres ou des érudits sont brûlés. Les mecs brûlaient tout le monde. C'était la foire à la saucisse de Francfort. Évidemment, cette chasse aux sorcières, c'est également un outil de pouvoir. Ça permettait d'éliminer les rivaux politiques facilement avec un prétexte un peu nul. Eh, mais toi, je t'ai vu dans la forêt en train de faire des incantations. Allez, tu vas brûler. Et toi là-bas, t'as cueilli des pâquerettes. Bizarre. Brûlez-le. Donc comme ça, l'élite, qui était l'élite, devenait encore plus l'élite et avait encore plus d'argent. L'un des procès de sorcellerie les plus célèbres, évidemment, c'est celui de Salem, en 1692. Tout a commencé lorsque plusieurs jeunes filles ont eu des violentes crises, accompagnées d'hallucinations. Et le médecin local, il a conclu de manière très saine à un envoûtement. Donc tout ça va déclencher une série de procès qui va impliquer au moins 150 personnes, avec des fillettes de 4 ans, s'il vous plaît. Beaucoup ont dû payer des amendes et faire des excuses publiques, mais d'autres ont été emprisonnés et torturés pendant des mois. Au total, vous avez 19 personnes qui ont été pendues, et il y a même un homme qui a été exécuté par écrasement sous une pierre, sous un rocher. C'est-à-dire qu'on l'a pris,
on achetait un gros rocher sur lui, parce que c'était soi-disant un sorcier. J'étais tombé sur une vidéo, j'ai vu un vrai truc comme ça. Alors je préciserai pas quoi ni où, j'ai vu un mec se faire exécuter en lui jetant un rocher dessus. Une vraie vidéo, hein, un vrai truc qui s'est passé, c'est pas joli. On estime qu'entre le 15e et le 17e siècle, vous avez environ entre 100 000 et 200 000 personnes qui vont être exécutés sous prétexte de sorcellerie. Tout ça en Europe. Évidemment, principalement des femmes. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça ? Legacy. Harry Potter Legacy. Anna Goldie, qui est la dernière personne condamnée pour sorcellerie en Suisse, est l'une des dernières en Europe. Issue d'une famille pauvre, elle travaillait comme servante chez le docteur Johann Jacob Tschudi, où elle s'occupe de ses 5 filles. Le maître de maison se prend d'affection pour la jeune femme et va malheureusement abuser d'elle. Après ça, évidemment, Anna elle va porter plainte contre lui, mais en vain. Au lieu de ça, elle va être accusée d'avoir ensorcelé l'une des filles qui souffrait d'une étrange maladie qu'on avait du mal à expliquer. Encore une fois, on n'arrive pas à expliquer, on dit que c'est de la magie. Et donc la jeune fille, elle avait des convulsions, de la fièvre, et selon certains, elle crachait même des aiguilles. Anna, elle est alors arrêtée pour sorcellerie et soumise à la torture en 1782. 1782, c'est plus si loin que ça, hein. Enfin, dans ma famille, il y a un violoncelle de 1782, très exactement. Et cette même année, lorsqu'elle est en prison, elle va donner naissance à un enfant. Enfant qui est probablement issu de l'abus du docteur chez qui elle gardait les enfants. Sauf que l'enfant, il va mourir juste après. Elle va être accusée de l'avoir tué, évidemment, et finalement, elle va être décapitée. Et c'est qu'en 2008, soit 226 ans plus tard, qu'elle va être déclarée innocente. Vous imaginez ? En réalité, toutes ces accusations n'étaient qu'un moyen de dissimuler le scandale causé par sa relation avec le maître de maison. Et donc à la fin du XVIIe, les Lumières vont marquer un tournant. Les avancées scientifiques et philosophiques, elles vont remettre en question toutes ces superstitions, et les procès pour sorcellerie vont devenir rares. Mais la sorcellerie ne disparaît pas pour autant. Au XIXe, eh bien, elle est réinterprétée à travers le prisme de l'ésotérisme et du spiritisme. Vous avez des figures comme Aleister Crowell, qui est un occultiste britannique qui a vécu entre 1875 et 1947, qui va symboliser cette fascination pour une sorcellerie moderne, mêlant rituel ancien et nouvelle philosophie mystique. Ils font du renouveau. C'est un petit peu comme Michael Jackson qui va prendre du Fred Astaire. Là, les deux mecs qui font des claquettes, je sais plus comment ils s'appellent. Le mime Marceau, il prend tout ça, il prend les mecs qui font dans la rue là du pop locking comme ça te fait un MJ tout puissant. Et ben là, il a fait pareil avec la sorcellerie. Il a pris les trucs du Moyen-Âge, il a mélangé tout ça, voilà, avec des trucs nouveaux. Ça nous a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la sorcellerie, elle connaît un regain énorme. Le mouvement Wicca, par exemple, qui est né dans les années 50, il revendique une sorcellerie pacifique et spirituelle, qui est concentrée sur la nature et le respect des cycles de la vie. Alors personnellement, j'ai adoré ce sujet. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous connaissez des choses à ce sujet complètement incroyables. Je vous attends en commentaire. Merci encore une fois d'être arrivé jusque-là. Je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles aventures, restez bien abonnés, je vais refaire une vidéo un petit peu dans cette veine. Je ne dis pas le sujet parce que je vais me le faire voler. Merci à tous, au revoir.